Bonjour, on est le samedi 24 septembre 2022. Cette séquence est une introduction, toujours dans le cadre de la préparation à l'UE6 de DCG Finance d'entreprise. Je vous propose de traiter du bilan fonctionnel. Mais avant, dans une prochaine séquence, j'aborderai ce thème en profondeur. Mais en amont, j'aimerais qu'on ait compris 3 rubriques lorsque vous avez votre bilan. Vous avez à l'actif du bilan le solde 1, le solde 2, c'est-à-dire le total des immobilisations, le total de l'actif circulant. Vous avez ensuite 3, 4 et 5. En 3, vous avez les charges à répartir. En 4, vous avez les primes de remboursement, donc d'emprunt obligataire. Et en 5, vous avez ce qu'on appelle les écarts de conversion actifs. Donc là, je suis à l'actif, mais cette rubrique-là, vous la retrouvez aussi au passif, qui s'appelle donc l'écart de conversion passif. Donc dans cette séquence-là, je vais simplement traiter le 3, le 4 et le 5. Je vais commencer peut-être par le plus simple, je vais commencer par le 5, c'est-à-dire l'écart de conversion actif et l'écart de conversion passif. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que certaines transactions s'effectuent donc en monnaie étrangère. Donc au bilan, la valeur inscrite en créance ou en dette, elle est inscrite en s'appuyant sur le dernier cours à la clôture. Autrement dit, si le dollar est à 1 euro et que si 1 dollar égale 1 euro et que j'ai au départ 1000 dollars de créance, eh ben, au bilan, j'aurai 1000 euros en créance. Idem pour les dettes. Donc en fait, au bilan, la créance ou la dette est inscrite en s'appuyant sur le dernier cours de cette monnaie étrangère, qui peut être le dollar, le yen, la livre sterling, etc. Dans le bilan fonctionnel, on ne va traiter que les valeurs brutes. Autrement dit, il faut être en mesure de retrouver la valeur d'origine. Voilà. Donc l'objectif, c'est d'expliquer cette rubrique-là. Alors, on va donc dire ceci. D'abord, il faut retenir ceci. Nous avons ce qu'on appelle au bilan 2 comptes. Soit le 476, écart de conversion actif, soit le 477, écart de conversion passif. Admettons, prenons un exemple. Alors d'abord, les écritures, ça peut être ceci. Les écritures, là je raisonne avec une créance. Écart de conversion actif, 476. Alors pour s'en souvenir, c'est le 6 qui correspond à un compte de charge, donc au débit. La contrepartie, puisqu'on veut évaluer une créance, la contrepartie, c'est le 411. Donc là, nous avons ici une créance avec l'écart de conversion actif concerne une créance. On peut aussi dire que l'écart de conversion actif concerne une dette. Vous voyez ? Donc, au crédit,
on peut avoir soit le 411, soit le 401. Alors, admettons qu'au bilan, le compte 411 soit par exemple de 2000 euros. D'accord? Donc au bilan, la créance a été évaluée au dernier cours à 2000 euros. Et donc en bas du bilan, nous avons ce qu'on appelle un écart de conversion actif. Admettons que l'écart de conversion actif soit de 200 euros. Et qu'on vous dise cet écart de conversion actif concerne une créance. Cet écart de conversion actif concerne une créance. Le compte 411 normalement augmente au débit. Le compte 411 normalement augmente au débit. Là, nous avons un écart de conversion d'actifs. Nous avons un écart de conversion d'actifs de 200. Ça veut dire que ma créance, puisque le compte 411 ici, il est comment créditeur, ça veut dire que ma créance a diminué. Ma créance a diminué. Ce qui veut dire, si je veux retrouver ma créance d'origine, je fais quoi? Eh bien, je fais 2000 plus 200. C'est-à-dire ma créance d'origine est de 2200. Parce que ma créance a diminué. D'accord? Donc ma créance d'origine, c'est 2000 plus 200. Donc schématiquement, à l'actif, si nous avons une créance, si à l'actif nous avons une, quand je dis une créance, nous avons un écart de conversion actif et que ça concerne une créance, et bien pour retrouver la valeur d'origine est égale à la valeur brute, donc à la valeur au bilan, la valeur brute, la valeur au bilan, plus l'écart de conversion, actif. D'accord? Là, c'est dans le cas d'une créance. Idem, si l'entreprise a effectué un prêt, et si ce prêt est de 2000 euros, d'accord? Si ce prêt est de 2000 euros, et en fait, la même chose, la valeur du prêt donc a diminué. Pour retrouver la valeur de départ du prêt, on fait 2000 plus ECA. D'accord? Donc je répète, lorsque vous avez une créance ou un prêt avec un écart de conversion actif, vous faites valeur au bilan plus l'écart de conversion actif. Maintenant, je vais raisonner différemment. Cette fois-ci, je vais dire, l'entreprise a une dette de 2000 euros. Donc ça concerne le compte fournisseur. Nous avons donc une dette de 2000 euros et là nous avons toujours un écart de conversion actif de 2000. Donc nous avons ici 200, pardon. Nous avons ici donc 200 et ici 200. Le compte fournisseur est un compte qui augmente au
crédit. Or, donc, ici, le compte 401 est créditeur. Ça veut dire que la valeur qui est là, est surévaluée. Par conséquent, ma valeur d'origine, c'est tout simplement, ma valeur d'origine, c'est 2000 moins 200, c'est-à-dire 1800 euros. Donc dans ce cas-là, lorsque vous avez toujours un écart de conversion actif et que ça concerne un compte du passif et que ça concerne une dette, alors la valeur d'origine est égale à quoi? À la valeur brute, donc à la valeur au bilan, moins l'écart de conversion actif. Autrement dit, le compte client est un compte débiteur, donc il est à l'actif. Le compte créance 401, il est au passif, il est créditeur. Lorsque vous avez un écart de conversion actif, si ça concerne une créance, la valeur d'origine, c'est la valeur inscrite au bilan au 31/12 plus l'écart de conversion actif. Si en revanche, ça concerne une dette, alors la valeur initiale, la valeur d'origine, c'est la valeur inscrite au bilan, donc la dette au bilan, moins l'écart de conversion actif. Et maintenant, on va parler de l'écart de conversion passif. L'écart de conversion passif. Et on va effectivement se placer dans le même contexte. On va commencer d'abord par modifier l'écart de conversion passif. C'est le compte 477. Donc cette fois-ci, ce compte-là, il est toujours au crédit. Compte de conversion passif. Compte de conversion passif. La contrepartie, ça peut être une créance ou une dette. Donc là, toujours avec 200 euros. Cette fois-ci, écart de conversion passif. 200 euros. Très bien. Ici, le compte client est normalement débiteur. Il augmente au débit. J'ai un écart de conversion passif de 200 euros. Ça veut dire mon compte, ma créance a augmenté. Si je veux retrouver ma valeur d'origine, donc là en fait on dit que l'on a un gain latent. Pourquoi? Parce que ma créance a augmenté. Si je veux retrouver ma valeur d'origine, donc dans ce cas-là, je dis valeur d'origine est égale à la valeur inscrite au bilan, c'est-à-dire 2000, d'accord, moins l'écart de conversion passif, moins 200. Donc ma créance de départ est de 1800 euros. Et après, on va tirer un résultat de tout ça. Donc ma créance de départ est de 1800 euros. Maintenant, admettons que dans l'annexe ou en bas du bilan, on vous dise que l'écart de conversion passif concerne une dette. Donc l'écriture, c'est quoi? C'est 401 à 477.
Donc toujours pour 200. Le compte fournisseur augmente au crédit. Là, il est débiteur. Ça veut dire que ma dette a comment? Ma dette a comment? Diminué. Ma dette a diminué. D'accord? Ma dette a diminué. Pour retrouver ma valeur d'origine, cette fois-ci je fais valeur, ma dette d'origine est égale à 2000 plus 200 égale à 2200. Ici, ma dette, elle a diminué. Donc pour résumer ce cas-là, j'ai peut-être commis une toute petite erreur un peu plus haut, mais je reviendrai après. Donc pour résumer ce cas-là, lorsque je me place donc dans l'écart de conversion passif, lorsque je me place à droite, lorsque j'ai une créance ou une dette, voilà ce que je fais. Donc lorsque j'ai une dette et que je me place de ce côté-là, je fais ma valeur d'origine est égale à la valeur au bilan plus l'écart de conversion passif. D'accord? Si ça concerne une dette. Si je suis toujours de ce côté-là, c'est-à-dire que j'ai un écart de conversion passif, mais qui concerne une créance, et bien là je fais valeur au bilan moins l'écart de conversion passif. Et pour résumer ces deux cas-là, voilà ce que je peux dire. Si ici ça traite de créance ou de prêt. Créance ou prêt. Ici, par exemple, dette ou emprunt. Dette ou emprunt. D'accord? Dette ou emprunt. Ok? Donc là, comme vous voyez à gauche, ça concerne à gauche un poste de l'actif. Et là, à droite, ça concerne un poste du passif. Pour retrouver la valeur d'origine que j'appelle V0, la valeur de départ, lorsque la créance ou le prêt a été créé, on fait valeur brute, donc valeur inscrite au bilan, valeur brute. Comme je suis au passif, à l'actif, je fais plus écart de conversion actif. Et je fais, bien entendu, moins écart de conversion passif lorsque je me place à l'actif. Maintenant, si je suis au passif du bilan et que j'ai une dette ou un emprunt, la valeur d'origine est égale à la valeur brute. À la valeur brute. Plus, cette fois-ci, écart de conversion passif. Puisque je suis au passif. Moins écart de conversion actif. Et là, vous savez tout. Alors, bien entendu, lorsque vous avez une créance et que celle-ci diminue, vous avez ce qu'on appelle une perte latente. Lorsque vous avez une dette et que celle-ci a augmenté, lorsque vous avez une créance, bien sûr qui a diminué,
Là, vous avez ce qu'on appelle une perte latente et vous allez effectivement provisionner. D'accord? Vous allez donc provisionner cette perte. De la même façon, lorsque vous avez une dette et que cette dette a augmenté, vous avez encore une fois une perte latente. Bien sûr que vous allez passer une écriture de provision. D'accord? Latente, elle n'est pas sûre. En revanche, lorsque vous avez une créance et que cette dernière a augmenté, vous avez donc forcément un gain latent. Et lorsque vous avez une dette et que celle-ci a diminué, vous avez aussi un gain latent. Dans le cas d'un gain ou d'une perte, on ne passe pas d'écriture. D'accord? Dans le cas d'un gain, que ce soit une créance ou une dette, on ne passe pas d'écriture. Mais dans le cas d'une perte, que ce soit au niveau créance, au niveau dette, vous passez une écriture de provision. Et souvent au bilan, vous pouvez effectivement avoir un bilan sur lequel les provisions sur donc monnaie étrangère soient égales effectivement à 0. Tout simplement parce qu'il y a un ajustement qui se fait au niveau des gains et des pertes. Donc dans le cadre de l'UE6 de DCG, vous vous embêtez pas, vous avez votre écart de conversion actif. Est-ce qu'il concerne une dette? Est-ce qu'il concerne une créance? Vous avez votre écart de conversion passif. Est-ce qu'il concerne une dette ou est-ce qu'il concerne une créance? Et vous n'avez simplement à faire ceci. Donc très rapidement pour résumer ce qui est là. Je vous dis par exemple, j'ai au bilan une créance, et j'ai au bilan une créance inscrite pour 1000 euros. D'accord? J'ai au bilan une créance inscrite pour 1000 euros. Et regardez bien, admettons que j'ai un écart de conversion actif de 100. J'ai un écart de conversion actif de 100. D'accord? Pour retrouver ma valeur d'origine, puisque c'est une créance et que j'ai une conversion, un écart de conversion actif. Donc je fais valeur d'origine plus écart de conversion actif. Donc ma valeur d'origine, valeur brute, valeur au bilan, valeur brute, donc ici 1000, plus écart de conversion actif, plus 100. Ce qui veut dire que ma valeur d'origine, c'est 1100. Alors comment expliquer ça? Très simplement, si vous avez un doute, vous dites, c'est un écart de conversion actif, donc 476. C'est une créance à 411. Ce qui veut dire que concrètement ici, j'ai un écart de conversion actif de 100. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le compte client normalement est débiteur, or là il est créditeur. Ça veut dire que ma créance a diminué. Pour retrouver ma valeur de départ, je fais 1000 plus 100. En fait, ici, comme ma créance a diminué, on va passer donc une écriture de provision. On va provisionner. Pour cette perte, une perte latente. Donc je répète, ECA, créance client, c'est valeur brute, valeur au bilan, plus ECA. Maintenant, si nous avons toujours cette fois-ci, toujours un écart de conversion actif de 100. Au bilan, nous avons toujours une valeur brute de combien? De 1000, et que cette fois-ci, ça concerne une dette. Cette fois-ci, ça concerne une dette. Ça veut dire concrètement quoi? Comme la dette est au passif
Et qu'est-ce que je fais pour trouver la valeur d'origine? Je fais valeur brute, 1000, 1000. Il y a un écart de conversion actif. Donc je fais plus écart de conversion passif, il n'y en a pas, moins écart de conversion actif. Donc pour retrouver ma valeur d'origine dans le cas d'un écart de conversion actif mais qui concerne une dette, je fais donc 1000 moins 100, ce qui me donne 900. Et donc ici, j'ai mon compte fournisseur. Cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que mon compte 401, il a augmenté. Donc ma dette a augmenté. Ma dette a augmenté. D'accord? Ma dette a augmenté. Ça veut dire que j'ai une perte latente. Pour retrouver ma valeur de départ, je fais 1000 moins 100. Maintenant, si tout ça concerne un écart de conversion passif et que j'ai au départ soit une créance de 1000, soit une dette de 1000. On va envisager les deux cas. Une dette de 1000 euros. Et là, on m'indique un écart de conversion passif égal à 100. Cette fois-ci, si j'applique le schéma précédent, si j'applique cette formule-là, ma valeur d'origine dans le cas d'une créance, ma valeur d'origine c'est quoi? Ma valeur brute, ma valeur au bilan, c'est-à-dire 1000, plus écart de conversion actif 0, moins écart de conversion passif, puisque je suis à l'actif, moins 100. Donc ma créance d'origine, c'est tout simplement 900. Alors pour l'expliquer, c'est très facile. Regardez bien l'écriture. Donc ça, c'est pour le faire de façon, je dirais, mécanique. Mais si vous avez un doute, vous dites, j'ai un écart de conversion passif. Donc j'ai le crédit du 477 par le débit du 411. Pour quel montant? Pour 100. Et là, vous avez remarqué que ma créance client, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a augmenté. Elle a augmenté. Donc, pour retrouver ma valeur d'origine, je fais ma valeur au bilan, moins 100. Maintenant, si c'est 1000 euros, n'est-ce pas, nous avons toujours un écart de conversion, passif de 1000 euros, mais que ça concerne une dette. Pour retrouver ma valeur d'origine, j'applique cette règle. Puisque je suis au passif, ma valeur d'origine, c'est quoi? Ma valeur au bilan, ma valeur brute, c'est-à-dire 1000. Plus l'écart de conversion passif, plus 100. Moins l'écart de conversion actif, moins 0. Pourquoi? Parce qu'ici, on peut avoir en même temps une créance, on peut avoir une dette, on peut avoir un emprunt, etc. etc. Donc cette relation-là est très utile. Donc là, je fais 1100. Et pour retrouver cette écriture-là, si vous avez un doute, c'est toujours compte de conversion passif, donc 477, par le débit du 401, d'accord, pour 100. Qu'est-ce qu'on remarque? Ma dette, qu'est-ce qu'elle a fait? Ma dette ici, elle a diminué puisque le compte 401 est créditeur. Comme ma dette a diminué, pour retrouver ma valeur d'origine, je fais ma valeur au bilan plus 100. Voilà. Donc je répète, créance, prêt, écart de conversion actif, écart de conversion passif. Je fais dans le cas d'une créance. Je fais valeur d'origine égale. Lorsque je me place à l'actif, je fais valeur d'origine égale valeur au bilan plus écart de conversion actif moins écart de conversion passif. Maintenant, si j'ai une dette ou un emprunt, donc je suis au passif.
et je veux trouver ma valeur d'origine. Je fais valeur d'origine égale valeur brute ou valeur inscrite au bilan plus l'écart de conversion passif moins l'écart de conversion actif. Lorsque une créance a diminué, on provisionne. Lorsque une dette a augmenté, on provisionne. En toute logique, lorsqu'une créance a augmenté, on ne fait rien. Et lorsqu'une dette a diminué, on ne fait rien. Voilà pour ce que l'on aura à traiter dans le cas d'un bilan fonctionnel pour la rubrique 5. Donc, écart de conversion actif, écart de conversion passif. Maintenant, je vais passer à la rubrique 3 et à la rubrique 4. La rubrique 3, c'est charges à répartir. D'accord, sur commission, frais d'émission d'emprunt. Et rubrique 4, c'est prime de remboursement des obligations. Donc ça, je vais vous donner une explication. Et comme ça, on aura les éléments qui nous permettront après de construire notre bilan fonctionnel qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. Alors c'est parti je vais d'abord très rapidement planter le décor pour vous expliquer ce qu'est un emprunt obligataire très vite, quelles sont les écritures que l'on passe et comment on intègre la notion de prime de remboursement et comment on intègre la notion de charge à répartir. Très bien, maintenant on va passer à l'autre rubrique, donc la rubrique 3 qui se trouve donc en bas du bilan à l'actif, qui intitulée donc charges à répartir. Cette partie-là en général maintenant n'intéresse que les charges à répartir dans le cas de la souscription d'un emprunt obligataire par une entreprise. Alors de quoi s'agit-il? Donc on va d'abord, globalement, je vais d'abord parler de l'emprunt obligataire qui est caractérisé par plusieurs choses, par le nombre d'obligations émises, par la valeur nominale d'une obligation, par le taux nominal ou le taux facial, par la durée de remboursement, par la valeur à l'émission, prix à l'émission, valeur de remboursement, donc prix de remboursement, soit une valeur à l'émission inférieure ou égale au pair, une valeur de remboursement général supérieure ou égale au pair. Donc tout ça, je vous renvoie à une séquence où j'ai traité en longueur tout ce qui est emprunt obligataire, pour tout ce qui est amortissement d'un emprunt, etc., etc. Donc en fait, ici, il s'agira de deux choses. Comment amortir les frais d'émission d'un emprunt et deux, autrement dit, comment retrouver donc le détail qui se trouve au bilan dans la rubrique 3 et dans la rubrique 4, prime d'émission des emprunts obligataires. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Commençons d'abord par les charges à répartir. Lorsque une entreprise donc va lancer une souscription, forcément elle va s'adresser à un organisme financier qui va récolter pour elle, qui va mutualiser, qui va mobiliser des moyens afin de recouvrer toute cette souscription. Et donc ça, forcément, ça a un coût. D'accord? Alors on va dire par exemple ici, on va fixer donc la commission et frais d'émission de cet emprunt obligataire. Donc la commission totale hors taxe est de 50 000 euros. 50 000 euros hors taxe. Donc c'est les frais d'émission de cet emprunt. Donc admettons que l'opération ait lieu le 1er janvier N. Donc le 1er janvier N, l'entreprise doit supporter une charge de 50 000 euros. Elle va donc passer l'écriture suivante. Elle va donc débiter
un compte de charge 627,2. Elle va donc débiter le compte de charge 627,2 qui s'appelle donc commission et frais. Je vous laisse regarder votre plan comptable. Donc sur votre plan comptable, vous allez lire commission et frais d'émission sur emprunt. Donc pour quel montant hors taxe? On a dit 50 000. Bien sûr, cette charge-là est bien sûr assujettie, soumise à TVA. Donc nous avons un compte de TVA déductible de 445,66. TVA, on va dire à 20%. Donc ici pour 10 000. Et donc bien entendu, l'entreprise a payé comptant. Donc elle a payé par la banque la somme de 60 000. Et donc là, on est au 1er janvier N. D'accord. Donc l'entreprise a la possibilité de laisser les choses en l'état. Autrement dit, ce qui va se passer, c'est que sa charge, elle sera relativement importante. Et donc en fait, elle va bien entendu effectuer une économie d'impôt, mais simplement la plupart des entreprises, compte tenu du montant, elles vont décider justement, elles vont préférer le répartir sur, par exemple, sur, on va dire, la durée de l'emprunt. On va dire ici, l'emprunt a été contracté sur une durée de 5 ans, elle va donc essayer de le répartir sur 5 années. Et donc voilà ce qui va se passer. Il va se passer que dans un premier temps, elle va donc essayer d'annuler cette charge grâce à ce qu'on appelle un transfert de charge. Elle va donc annuler cette charge-là grâce à un transfert de charge en passant l'écriture suivante. Donc on est ici au 31-12. On est ici au 31-12 N. Elle va donc neutraliser cette charge de 50 000 en passant ce qu'on appelle un transfert de charge. Donc le compte, elle va passer l'écriture 48-16 à 791. Transfert de charge. 48-16, c'est tout simplement frais d'émission d'emprunt. Donc frais d'émission d'emprunt. Frais d'émission d'emprunt. Et ici, bien sûr, transfert de charge. Pour quel montant? Bien sûr, pour le montant hors taxe, c'est-à-dire pour contrebalancer la charge de 50 000. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Si on fait une opération comme celle-ci, qu'est-ce qui s'est passé? Je vois que dans mon compte de résultat, ma charge de 50 000 a été, bien entendu, neutralisée par ce transfert de charge de 50 000. Et donc, à l'actif du bilan, j'ai 50 000. Et l'objectif maintenant, et c'est ce que je vais vous expliquer, c'est ce qu'on trouve dans la rubrique 3 du bilan, à l'actif du bilan, tout en bas, après ce qu'on appelle l'actif circulant. Alors ici, voilà ce qu'on va dire. Au 31-12N, elle va donc amortir. Donc là, on aura ce qu'on appelle un amortissement direct. Elle va donc amortir, donc elle va se créer une charge. On a dit qu'on allait amortir ces frais-là sur 5 années. Donc elle aura une dotation annuelle de 50 000 divisé par 5, c'est-à-dire de 10 000. Donc au 31-12, donc à la même date, elle va passer l'écriture suivante. Elle va donc bien sûr enregistrer une dotation de 10 000. Donc on va prendre le compte 68, donc 686,1. Donc dotation aux amortissements des primes de remboursement, d'accord? Dotation aux amortissements des primes, frais
qu'est-ce que je dis? C'est plutôt le 68-12. Pardon, ça c'est pour après. Donc le 68-12, dotation aux amortissements des charges à répartir. Donc dotation aux amortissements des charges à répartir. Donc la contrepartie, bien entendu, c'est le 48-16. 48-16. Pour quel montant? Pour 10 000. Ok. Donc je répète ici, le 68-12, c'est donc dotation aux amortissements des charges à répartir, c'est-à-dire 50 000 divisé par combien? Par 5. Alors maintenant j'en viens à mon bilan, donc la rubrique 3. Je suis au 31-12. Autrement dit, mon bilan est clos. Mon bilan est clos. Vous savez qu'un bilan, il traduit quoi? Il traduit le solde. Donc au départ, j'avais effectivement au 31-12, avant cette écriture-là, j'avais 50 000. Là, je vois que mon compte d'actifs, ici, a diminué de 10 000. Donc, dans la rubrique 3, charges à répartir, je vais retrouver le solde. Charges à répartir. Là, je suis au 31-12N. Charges à répartir. Il me restera donc 50 000 moins 10 000. Il me restera 40 000. Donc là, c'est au 31-12N. Au 31-12N plus 1, au 31-12N plus 1, j'aurai encore amorti 10 000 et j'aurai donc au bilan 30 000. Au 31-12N plus 2, j'aurai encore amorti 10 000 et j'aurai au bilan 20 000. Donc voilà pour la rubrique 3, charges à répartir. Je passe maintenant à la rubrique 4, prime de remboursement. D'accord? D'accord? Je passe donc à la rubrique 4, prime de remboursement, qui apparaît donc toujours au bilan. Alors je reprends mon exemple précédent. Donc j'ai mon emprunt obligataire. J'ai dit que ma valeur nominale était de 100 euros. Oui. Ma valeur à l'émission, donc valeur nominale 100 euros. Valeur à l'émission 98 euros. Valeur de remboursement 103 euros. Valeur de remboursement 103 euros. Donc là, on va définir ce qu'on appelle la prime de remboursement d'une obligation. La prime de remboursement d'une obligation est la différence entre le prix de remboursement, la valeur de remboursement et la valeur à l'émission. Donc ici, la prime de remboursement d'une obligation est tout simplement égale à 103 moins 98, soit 5 euros. Admettons donc que l'emprunt obligataire était contracté le 1er janvier N, c'est ce qu'on a dit. Admettons qu'il porte sur 100 000 obligations. Donc le nombre d'obligations émises, c'est 100 000. Admettons que le taux nominal, le taux facial, le taux d'intérêt, I, soit de 4%. Alors en général, une obligation, elle est exprimée en pourcentage de sa valeur nominale, c'est comme ça qu'elle est cotée. Donc ici, on dira que l'obligation a une valeur de 100%. Ici, sa valeur, c'est 98% pour la valeur à l'émission. Et sa valeur de remboursement est bien sûr évaluée à combien? À 103%. Donc ici, nous avons un taux d'intérêt de 4%. Vous savez que le détenteur d'une obligation, si je détiens une obligation et que sa valeur nominale est de 100 et que son taux d'intérêt est de 4%, je percevrai tous les ans
ce qu'on appelle un coupon d'intérêt qui est égal à la valeur nominale fois le taux. Autrement dit, le détenteur d'une obligation, le souscripteur, percevra jusqu'à l'échéance, jusqu'à son échéance, il percevra un coupon d'intérêt qui est égal à 100 fois 4%. Donc, il percevra un coupon de 4 € d'intérêt. Admettons que notre emprunt ait été contracté sur une durée de 5 ans. Cet emprunt a été contracté sur une durée de 5 ans et il a été décidé de l'amortir. Il a été décidé de l'amortir de le rembourser par amortissement constant. Vous savez, donc j'ai fait cette séquence aussi pour ce qu'on appelle l'emprunt obligataire avec les modalités de remboursement. Donc un emprunt obligataire, il peut être remboursé in fine, par amortissement constant ou par annuité théoriquement constante. Donc là, pour une raison de calcul très simple, je vais opter pour le remboursement par amortissement constant. Attention, cet emprunt obligataire, bien sûr, on va amortir notre emprunt en remboursant des obligations. Donc quand je dis remboursement par amortissement constant, ça veut dire que tous les ans, l'entreprise va amortir un nombre d'obligations égal. Autrement dit, la première année, la deuxième année, la troisième année, tous les ans, le nombre d'obligations amorties est tout simplement égal au nombre d'obligations émises divisé par la durée de l'emprunt. Donc l'entreprise remboursera 20 000 obligations, amortira 20 000 obligations tous les ans. Alors très simplement, il faut savoir ceci. Il faut comprendre d'abord la première écriture. La première écriture, attention, l'entreprise a émis à 98 € l'obligation. Elle rembourse 103 €. D'accord ? Elle a émis à 98 € l'obligation. Donc, au 1er janvier N, elle recevra quelle somme ? Autrement dit, son compte banque sera crédité de quelle somme ? Autrement dit, je vais débiter le 512 par le nombre d'obligations émises que multiplie la valeur à l'émission. Donc, l'entreprise recevra au 1er janvier N 100 000 que multiplie 98. Elle recevra donc 9 800 000. D'accord ? Mais, sa valeur de remboursement, d'accord ? Puisque le prix de remboursement d'une obligation, c'est 103. La valeur de remboursement, c'est le prix de remboursement d'une obligation multiplié par le nombre d'obligations émises, soit 100 000, que multiplie 103, soit 10 300 000. Et bien entendu, si je place mon écriture, regardez bien, je place mon écriture, il va falloir l'équilibrer. Donc qu'est-ce qu'on a dit ici ? On va donc passer là du 512. J'ai bien entendu, l'entreprise a reçu, comme il en a dit, 98 fois 100 000, c'est-à-dire 9 800 000. 9 800 000. Elle a bien sûr emprunté, donc au passif, le compte du passif, c'est le compte 16, mais dans le cas d'un emprunt obligataire, dans le cas d'un emprunt individu, c'est 164, dans le cas d'un emprunt obligataire, c'est 163. Et bien entendu, sa dette, c'est ce qu'elle va rembourser. Elle va rembourser quelle somme ? Elle va rembourser 103 fois 100 000, soit 10 300 000. Donc l'entreprise va rembourser 10 300 000.
et bien sûr notre écriture n'est pas équilibrée. Notre écriture, on va l'équilibrer à l'aide de la prime de remboursement. Nous avons une prime de remboursement de 5 € et on va faire donc 5 € que multiplie 100 000 et 5 € que multiplie 100 000, ça fait 500 000. Et 9 800 000 plus 500 000, ça fait bien 10 300 000. Et le compte associé à la prime de remboursement, c'est le compte 169. Donc vous reconnaissez le compte de classe 16 qui représente un emprunt et le 9 en troisième position qui indique un solde inverse. Donc notre première écriture au 1er janvier N, c'est 512, 169 à 163. 512 banque, 169 prime de remboursement, 163 emprunt obligataire. Ok, donc voilà maintenant. Donc nous avons à l'actif du bilan un compte qui présente un solde de 500 000. Et c'est ça qui apparaît à l'alinéa 3, donc on a dit 1 actif immobilisé, 2 actifs circulants, 3 charges à répartir, 4 primes de remboursement et 5 écart de conversion actif et bien sûr écart de conversion passif de l'autre côté. D'accord? Donc là nous sommes dans la rubrique 4 primes de remboursement. Et donc qu'est-ce qui va apparaître si on ne fait rien? Eh bien apparaîtra en bas du bilan, si j'arrête mon bilan à cette date-là, eh bien, apparaîtra à la rubrique 4, 500 000. Et c'est ce montant-là qui va diminuer tous les ans. Il sera donc amorti en linéaire. Donc là, j'ai un exercice complet et on peut avoir ce qu'on appelle éventuellement un prorata temporis. Donc là, on a des années pleines. Et bien sûr, la prime de remboursement est bien sûr étalée sur la durée de l'emprunt. Nous avons un emprunt qui a été contracté sur 5 ans. Ma prime de remboursement totale est de 500 000. Je vais donc pouvoir amortir tous les ans 500 000 divisé par 5, soit 100 000. Donc je répète. Ma prime de remboursement, mon amortissement annuel sera donc de 500 000 divisé par 5, soit 100 000 €. Et donc avant de passer l'écriture, voilà ce qui va se passer. Au 31-12-N, en bas du bilan, au 31-12-N, à la rubrique 4, j'aurai 400 000. Pourquoi? 500 000 moins ce qui a été amorti. Donc j'aurai d'abord 400 000 la première année, puis 300 000, puis 200 000, etc. Puisque le bilan vous donne ce qu'on appelle le solde. D'accord? Alors maintenant, quelle écriture je vais passer? Et bien sûr, je vais m'arrêter là. Et cette partie-là, j'en aurai besoin lorsque j'aborderai prochainement le bilan fonctionnel. D'accord? Alors, donc voilà ce que je vais passer comme écriture au 31-12. Donc vous voyez là, ce compte-là, il est débiteur de 5 000. Et bien sûr, après une année, il va passer à combien? À 40 000. Pour diminuer un compte débiteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le créditer. Et bien sûr, la contrepartie du 169, ça va être un compte de dotation. Alors voilà ce qu'on va passer comme écriture au 31-12-N. Au 31-12-N, je vais donc passer l'écriture suivante. Au 31-12-N, je vais donc passer l'écriture suivante. Donc mon compte d'actifs 169, ma prime de remboursement va diminuer, donc je vais forcément créditer ce compte pour 100 000. 500 000, oui, pour 100 000.
Et bien sûr, la contrepartie, c'est une dotation qu'on appellera 686A. 686, donc dotation, c'est le côté financier, et 1 pour, bien entendu, les primes de remboursement. Donc c'est intitulé, c'est dotation aux amortissements des primes de remboursement pour 100 000. Et là, nous sommes au 3112 N. Et bien sûr, au 3112 N plus 1, je vais repasser la même écriture. Et qu'est-ce que j'aurai au bilan au 3112 N plus 1? J'aurai bien entendu, là, au 3112 N, j'avais 500 000, là, j'ai retiré 100 000, apparaîtront 400 000. En N plus 1, 300 000, and so on. Voilà ce que je tenais à faire avant d'aborder le bilan fonctionnel. Donc quand je vais parler du bilan fonctionnel, quand je ferai référence aux charges à répartir, vous saurez ce que c'est. Quand je ferai référence aux primes de remboursement, vous saurez ce que c'est. Et quand je ferai référence aux écarts de conversion actifs ou passifs, vous saurez ce que c'est. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter, ça fait toujours plaisir et ça encourage à continuer. Et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous. Tout ceci est fait pour vous et rien que pour vous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.